Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Yuna et Waka, découvrir la drogue en France, épisode 1. Les invités des deux prochains épisodes ont une particularité. Ce sont les premiers non-francophones qui s'expriment dans Substance. Yuna et Waka sont proches de la trentaine et ils sont japonais. Au Japon, la consommation de stupéfiants est moins courante qu'en Europe ou aux États-Unis, et la justice applique la loi de manière stricte. Yuna et Waka n'avaient jamais consommé quoi que ce soit en dehors de l'alcool avant d'arriver en France, il y a quelques années pour mener leurs études. Et c'est donc ici qu'ils ont découvert l'usage de stupéfiants. Ils vont nous raconter d'où ils viennent, leur vie en France, la découverte des drogues et ce que ça leur a apporté. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. Moi, je viens du Japon. Ma famille est assez bourgeoise intello. Et j'ai fait la formation assez élevée. Mon collège, lycée et ma fac aussi. Il y a une sélection assez dure pour entrer. Mon entourage était toujours des mecs qui viennent de la famille assez riche, intello, des trucs comme ça. C'était comme ça quand j'étais au Japon. En fait, je savais que dalle, on discutait, par exemple, dans la famille, quand on regardait la télé, des gens arrêtés à cause de la possession de drogue ou trafic de drogue, des trucs comme ça. Mais voilà, c'est toujours la présentation médiatique. Du coup, voilà, c'était très biaisé. On dit, ah ouais, ça fait peur, des choses comme ça. Et j'étais jamais en contact avec des gens qui prennent vraiment les drogues qu'on appelle entre guillemets dures. Donc voilà, je connaissais que dalle. Par rapport à la vraie expérience, j'étais vraiment le tabla rasa, quoi. Voilà. La légalisation, je crois que ouais, dans un certain milieu, mais assez niche, je crois. Et surtout, au Japon, la sensibilisation et la connaissance en général en drogue est vraiment très en retard. Et donc, ce qu'il y a surtout dans la représentation publique, surtout médiatique, c'est la diabolisation des substances et la stigmatisation des consommateurs. Voilà, des gens qui consomment. Du coup, surtout, on diabolise toutes les drogues dures en général. Si tu demandes à quelqu'un au Japon qui passe dans la rue, est-ce que tu peux expliquer la différence entre le LSD et la cocaïne? Il pourrait même pas dire. Parce que pour eux, c'est les drogues en général. Voilà. C'est un peu comme ça au Japon. Ça se fait pas comme par exemple en France, hein. Parce que quand tu passes dans la rue au nord de Marseille, quelque chose comme ça, il y a des jeunes qui fument le cannabis et tout. Voilà, tu sens, tu vois, c'est facile. Mais là au Japon, par exemple, ça se fait pas. Mais si tu vas à la boîte ou voilà à la fête du techno et des trucs comme ça, il y a forte chance qu'il y a des gens qui consomment. Donc dans certains milieux c'est possible et tu peux même acheter si tu te balades je sais pas à Shinjuku, à Roppongi, des trucs comme ça, il y a des vendeurs dans la rue, mais la consommation se fait que dans certains milieux et c'est assez mal vu aussi. Le pire c'est surtout le quartier pauvre où en fait il y a des mafias qui vendent vraiment des mauvais produits pour rendre accro en gros des jeunes pauvres et ils recrutent après ce type de gens pour impliquer les plus jeunes dans ce type d'affaires et donc c'est vraiment le pire le cas. Sinon il y a la consommation beaucoup plus modérée des gens plutôt posés mais qui aiment la musique, qui aiment la culture comme ça, la danse et tout, du coup de temps en temps dans la boîte, au festival, dans les soirées, peut-être ils consomment. C'est ce que je connais.
Je connais pas trop le milieu, donc voilà. D'abord, je suis née dans la famille avec 3 enfants et j'étais l'aînée. Mon père, il est employé normal chez la compagnie japonaise et ma mère, elle est infirmière. En raison du travail de mon père, j'ai passé pendant 4 ans, donc oui, presque moitié de ma vie dans la campagne. Oui, c'est presque moitié de ma vie. Et après, je suis passée à la grande ville. Donc, j'ai vécu la grande différence entre la grande compagnie et la grande ville. Et dans ce sens-là, j'aime le changement et j'ai un peu l'habitude de vivre le changement. Et en fait, quand j'étais au Japon, peut-être ça dépend de mon contexte où j'étais. La communauté où j'appartenais, j'ai jamais entendu l'existence de cannabis et quelques psychotropes. Et en fait, du coup, c'était uniquement l'existence du nom. J'ai jamais vu les psychotropes réels comme ça, quoi. Du coup, je connais jamais ces existences. Et en fait, quand j'étais écolière et collégienne, j'ai appris les espèces de drogues et ses effets. On a eu quelques questionnaires dans l'examen, tout ça. Mais quand même, dans le texte, par exemple, toutes les drogues sont présentées comme la grande peur et les choses interdites. Donc, moi aussi, en fait, j'avais des impressions envers les drogues qui, ils sont tous interdits, ils sont tous un peu horribles, tout ça. Et en plus, dans la vie quotidienne, il y avait toujours les affiches qui nous montrent que les drogues sont tout à fait interdites. Je ne savais que la notion de la drogue, l'existence un peu imaginaire pour moi. Et en fait, il y a quelques années, on a eu la nouvelle que le cas de Canada, sur légalisation du cannabis. Et au Japon, c'est présenté comme la nouvelle, sur la télé, tout ça, mais c'était pas la grande nouvelle pour les Japonais. Et du coup, on n'a pas discuté sur cette légalisation et tout ça. Et je pense que, en fait, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de Japonais qui ne savaient pas cette nouvelle. Et voilà. Pour la place de l'alcool au Japon, c'est assez fort. Je crois aujourd'hui encore, mais ça existait surtout avant, au moment de l'augmentation économique, quelque chose comme ça, et surtout pendant le moment du bulle économique. Faire la discussion entre deux entreprises et des trucs comme ça. Il y a toujours l'alcool, il parle sur la table, il boit en même temps et la consommation d'alcool sur la même table, ça symbolise quand même le lien plutôt intime entre des personnes autour de la table. Et surtout, au niveau familial aussi, au Japon, il y a beaucoup de gens qui consomment l'alcool, surtout dans les campagnes. Oui, il y a le côté vraiment rituel de la consommation de l'alcool. Par exemple, quand il y a un mariage, des trucs comme ça, un événement. J'ai vu un mariage vraiment, dans la campagne, dans un petit coin du Japon. Il y avait vraiment tous les villageois qui venaient à cette maison-là du mari et du couple. Et après, voilà, ils buvaient tout le temps. Surtout, ils ont fait vraiment attention à ne pas manquer de l'alcool. Parce que, c'est quelque chose de très, festif, rituel. Donc, s'il manque de l'alcool, c'est assez grave pour ce type d'occasion, quoi.
Mais aujourd'hui, je crois que surtout la culture de l'alcool est beaucoup critiquée, surtout dans le cadre professionnel. Des jeunes, ils consomment beaucoup moins d'alcool déjà, et surtout, voilà, dans ce type de culture, il y a le côté, il y a aussi des effets pervers, c'est-à-dire, voilà, si ton chef te dit, est-ce que t'as soif, je veux, je te sers, quelque chose comme ça, bah, t'as pas le droit de dire non, des fois. Donc, ça, c'est vraiment très, très critiqué. Et aujourd'hui, on l'appelle harcèlement d'alcool. Et si tu fais ça, bah, t'as vraiment le risque d'être viré de l'entreprise. Donc, c'est très critiqué. C'est aussi très caricaturé aussi aujourd'hui. En fait, c'est même devenu au Japon un cliché. Parce que on critique ça. Critique ça comme si ça existait partout encore aujourd'hui. Mais en fait, on le fait pour critiquer cette culture qui est en train de disparaître, à mon avis. Et je suis alcoolique. Bah, moins qu'avant, mais bon, je suis assez alcoolique, je dirais. Il y a 2-3 ans, je buvais au moins une bouteille de vin par jour. Et le pire, c'est 2 bouteilles, plus 2 canettes de bière, des trucs comme ça, par jour. Donc, j'étais totalement alcoolique. En fait, il y a 2 raisons. Bah, une raison, c'est familiale, parce que je crois, déjà, c'est une sorte de légende familiale. Du coup, je sais pas la vérité, mais mon arrière-grand-père, il était un gros alcoolique campagnard, et il est détesté par tous les voisins de campagne. Il est renommé le gros ivrogne X, quelque chose comme ça, quoi. Du coup, peut-être d'Omagène, il existe ça, je sais pas, hein. Mais sinon, déjà, mes deux grands-pères, ils buvaient déjà pas mal. Et mes grandes-mères aussi, ils boivent, mais pas beaucoup, surtout mes grands-pères. Après, mon père et ma mère, ils boivent pas mal. Ils résistent aussi pas mal à l'alcool. Surtout dans ma famille, le moment du repas est très important. Du coup, on aime bien manger, on aime manger des trucs variés, beaucoup de cuisines différentes, chinoises, françaises, italiennes, n'importe quel type. Donc, voilà, donc on apprécie aussi des différents alcools. Du vin chinois, des sakés, de la bière, n'importe. Et voilà, c'est la raison familiale qui m'a amené à la consommation d'alcool. Et après, ce qui m'accroche vraiment personnellement, et surtout dans ma situation actuelle, c'est en fait, comme je suis en études, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment l'horaire carré. C'est-à-dire, je fais pas comme si je bossais dans la boîte et je vais à la boîte le matin 8h et après à 17h je sors et je rentre. Je veux pas faire comme ça. Justement parce que, voilà, j'ai toujours quelque chose à faire, l'étude en général. Voilà, je lis, j'écris, je réfléchis. Donc pour couper cet rythme, pour comment dire, marquer le moment où voilà, j'arrête le travail là maintenant, je bois. Et après voilà, si je me défonce pas assez à l'alcool, je réfléchis toujours, je me stresse tout seul et tout, du coup je bois trop d'effroi. Voilà, c'est ça. J'adore bien boire de l'alcool, mais surtout du vin. En fait, quand j'étais au Japon, je buvais pas toujours, tous les jours l'alcool. Mais après, si venu en France, j'ai commencé à boire 2-3 verres tous les soirs parce qu'il y a simplement du vin, il est très bon en France. Et, moi, je pense que peut-être je consomme du vin, parce que il est bon. Surtout, j'adore son goût acidulé. J'adore le goût
du raisin, tout ça, oui, fruité, tout ça, ouais. En fait, en même temps, je consomme tous les matins pas mal de quantité de café. Bah, par exemple, 500 litres, 500 millilitres. Il faut pas se tromper, quoi. Oui, mais oui. Et du coup, bah, pour le café et pour du vin aussi, et c'est bien compris dans ma routine. Tous les soirs, bah, pour le café, tous les matins, tout ça, oui. En fait, au niveau culturel, on arriverait en France, je voyais pas vraiment la grosse différence culturelle générale. C'est-à-dire, je me suis dit quand même que la France, c'est un pays assez facile à voyager et à vivre. Par rapport aux autres pays, par exemple, quand j'ai voyagé en Tunisie, il y avait beaucoup plus de galères. Même des autres pays, j'ai rencontré beaucoup plus de difficultés. Mais en France, là, bah, ça dépend de ville, mais là, la ville est assez propre. Et si tu choisis l'endroit, voilà, c'est assez sécurisé. Et en même temps, voilà, même l'infrastructure, il n'y a pas trop de problèmes. Bah, il y a le transport, tu peux boire l'eau du robinet. Après, voilà, il y a aussi justement l'occidentalisation du Japon et aussi, bah, je dirais, l'américanisation de la France. Donc voilà, en France, tout le monde parle à peu près l'anglais et c'est quand même aujourd'hui les jeunes, ils sont vraiment inondés par la culture des États-Unis, bah, de la culture internationale, je dirais, du truc bah, comme K-pop, des mangas, des films Marvel, des trucs comme ça. Donc voilà, en arrivant en France, je voyais pas vraiment la grosse différence radicale entre au niveau culturel entre deux pays. Bah quand même, voilà, il y a la différence. Il y a des détails, hein. Par exemple, voilà, comment on mange, comment on dit si quand tu vois quelqu'un dans la rue, est-ce que tu dis bonjour en rentrant dans le magasin ou pas, des trucs comme ça. Mais bon, c'est juste la différence de mœurs, c'est pas la différence profonde pour moi. Et surtout, voilà, moi personnellement, je sentais pas si radicalement la différence et le choc culturel, c'est parce que je suis venu en France dès que je sors de chez mes parents. Donc voilà, quand j'ai commencé à vivre tout seul, voilà, quand j'ai commencé en quelque sorte la vie d'adulte, je suis venu tout de suite en France. Du coup, j'ai tout construit pour moi, la vie personnelle en France. Donc voilà, comme j'ai même pas d'expérience de vivre tout seul, construire tout seul au Japon, pour moi, l'expérience de la France est mêlée de l'expérience début de la vie d'adulte, je dirais. Voilà, donc c'est comme ça ma vision. Bah, pour moi, bah, quand je suis arrivée en France, tout d'abord, bah, j'étais très contente. Et maintenant aussi, mais j'ai toujours les stimules un peu intellectuels. Et je suis toujours, bah, tous les jours touchée par les choses. Et j'adore parler en français, donc oui, je suis très contente de ma condition actuelle, bah, dans laquelle je peux améliorer toujours bah, mon français. Et voilà. Et en fait, pour moi, la différence entre le Japon et la France, c'est comme ça. Mais, bah, moi, je suis d'accord avec lui. Bah, en fait, je me sens plus à l'aise bah, en France que au Japon parce que en fait, dans la culture, non, en France, bah, en général, on peut discuter avec n'importe qui, bah, sur n'importe quel sujet. Mais par contre, au Japon, il y a quand même quelques sujets un peu interdits et on est un peu timide. Pour bien discuter avec les inconnus, même avec les amis. Donc, même avec les amis, il existe quelques sujets un peu interdits pour moi. Donc, oui, moi, du coup, je suis plutôt très contente d'être en France et je me sens plus libre que au Japon.
Yuna et Waka se sentent donc plutôt bien en France, mais je ne pense pas que tous les étudiants étrangers qui arrivent en Europe se mettent à consommer des stupéfiants. Il s'est donc passé quelque chose qui les a incités à emprunter cette voie. Avant de partir, je vous rappelle que vous pouvez soutenir le podcast financièrement grâce à une page Tipeee dont vous trouverez le lien en commentaire. Dans le prochain épisode, on entendra pourquoi Yuna et Waka ont commencé à prendre les drogues et ce que ça leur a fait. D'ici là, portez-vous bien.